Il était une fois une île. Pour moi, je le pense comme ça. C'est à la fois le conte de fées qui commence par Il était une fois, comme tous les contes de fées, et puis un paysage superbe, merveilleux, béni de Dieu, avec des gens beaux, faits pour vivre dans la beauté, des Indiens arawaks, quelques Caraïbes qui venaient des îles voisines, la Martinique, la Guadeloupe. Ils étaient un petit peu plus guerriers, mais je pense que leur désir d'aller à Saint-Domingue, c'était justement pour s'assagir et devenir un peu paysan, un peu planteur, un peu calme. Donc c'est un peuple qui vivait plutôt de la chasse, qui vivait de la pêche, mais et qui avait des jeux, des danses. Mais d'une manière générale, ils vivaient un peu en communauté. Ils cultivaient la terre d'une manière un peu originale, avec des petites buttes. Et ils faisaient de la cassave, ils faisaient du mabi comme boisson. Et leurs mœurs vraiment étaient des mœurs paisibles et familiales et amicales. Donc on ne peut vraiment pas parler d'un peuple belliqueux. Ils ont organisé leur vie, réparti le territoire en caciquas, avec des caciques qui avaient des noms éclatants, Boekio, Guariones, Guacanagaric, etc. Et puis la reine Anacaona, dont tout le monde vantait les charmes. Il paraît qu'elle était très belle, qu'elle maniait la poésie à merveille, et qu'elle chantait, qu'elle écrivait des areitos qui, d'après ce que l'on m'a expliqué, étaient des espèces de vers assonancés, rythmés, qui étaient très beaux parce que ça s'accompagnait d'une musique aussi, pour les dire. Donc tout ça, c'était le cadre rêvé, quoi. Ces gens étaient heureux sur une aire de terre montagneuse, avec plusieurs noms. Quisqueya, Haïti, avec AY, Boyo, etc. Les Indiens avaient vraiment atteint un degré de développement artistique et que l'on peut retrouver dans les poteries. On a trouvé pas mal de sites indiens. Et dans ces sites, on a retrouvé des poteries. Et ces poteries sont vraiment très bien travaillées, avec des dessins réguliers et faits à la main. Et dans certaines grottes, on peut voir que quand le soleil, par exemple, arrive à midi, et à telle position, c'est le solstice d'été. Donc, ce n'était pas des construits n'importe comment. C'était parce qu'il y avait quelque chose de scientifique dans la manière même de faire les grottes. Donc ce n'était pas un peuple inculte, ce n'était pas un peuple sauvage, comme on a voulu le faire croire. C'était un peuple cultivé et qui avait une hiérarchie. Le cacique était quand même un père, ce n'était pas un dictateur. Et il vivait vraiment en communauté, mais dans une communauté fraternelle. Et on pouvait croire qu'un tel lieu de délices allait pouvoir le demeurer éternellement. Et c'est là que le destin a joué tragiquement sur nous, sur le pays, sur les êtres, sur ces populations indiennes qui n'en méritaient pas tant, les pauvres, de rencontrer Christophe Colomb et sa suite. Donc à l'arrivée de Colomb, on peut dire qu'ils ont accueilli les Espagnols aimablement. Ils ont
offert leurs terres, même pour la construction du fort de la Nativité. Donc ils ne se sont pas attaqués aux Espagnols, ils ont pensé vivre. Ils ont même plutôt pensé que c'était le ciel qui leur envoyait des personnes pour les protéger des Caraïbes. Donc ils ont été extrêmement aimables avec les Espagnols. Il faut dire que Colomb, au moment où il devait repartir pour l'Espagne, avait recommandé aux Espagnols qu'ils laissaient dans la colonie de bien traiter ce peuple aimable et doux. Au fait, il avait plutôt envisagé d'arriver à une espèce d'implantation d'Espagnols dans l'île, non pas comme, pour les utiliser comme esclaves, mais vraiment avec un peu d'amitié. Malheureusement, il y avait de l'or. Ils ont remarqué que tout ce qui se faisait dans l'île, c'était de l'or pur. De l'or frappé, de l'or travaillé, de l'or repoussé, jusqu'au moindre gobelet, jusqu'à la moindre assiette était en or massif. Donc ces Indiens d'Haïti ont été vraiment asservis et à mener une vie de travail, même sous un soleil ardent, alors qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler aux heures chaudes et sous le soleil. Donc ça a été très vite l'extermination de ces Indiens d'Haïti. Et la vie était devenue tellement dure et pour eux qu'ils préféraient même sacrifier leurs enfants. Il y en a qui les noyaient. Donc ce n'était plus pour eux un plaisir de vivre. Cependant, on doit dire que dès le départ, et sur le sol d'Haïti, on a lutté pour la liberté et pour les droits de l'homme. Le premier combat a été le grand combat de la Vega Real, où évidemment tous les Indiens ont été exterminés puisqu'ils n'avaient que des arcs et des flèches, alors que les Espagnols avaient des chevaux et des armes à feu. Caonabo s'était retranché dans son cacica, mais les Espagnols ont usé de ruses pour attraper Caonabo et le faire prisonnier. Et ils ont raconté qu'on l'emmenait voir Christophe Colomb pour régler aimablement le problème avec lui. Et on lui a mis des menottes en lui faisant croire que c'était des instruments d'honneur en Espagne. Et c'est ainsi qu'on lui a mis les menottes, qu'on l'a pris à cheval et Ojeda l'a emmené captif. On l'a embarqué à bord d'un navire qui a fait naufrage. Donc Anacaona a été maintenant héritière du cacica du Xaragua. Et là, elle a pensé, et je crois qu'il fallait essayer de traiter avec les Espagnols d'une autre manière. Et elle a invité Ovando à venir à une fête. Donc les Indiens ont mis leurs plus beaux atours, ils ont organisé de belles fêtes. Elle est arrivée et vraiment avec ses colliers de fleurs et on chantait les aretos qu'avait composé même la reine Anacaona. Mais à un signal d'Ovando, et il a porté sa main à une croix, c'était le signal. Et tous les Espagnols se sont jetés sur les Indiens et les ont massacrés. Et ils ont pris la reine Anacaona qu'ils ont pendue. Il y a eu des massacres importants et il y a eu aussi des épidémies terribles. Parce que quand les Européens ont débarqué, ils ont débarqué avec des maladies qui étaient inconnues en Amérique et ça a créé des épidémies effroyables. Ils sont morts tous comme des mouches. Et quand les Espagnols se sont retrouvés devant toute cette besogne à abattre et plus personne pour la faire, alors des voix se sont élevées, des voix éparses. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec qui on va remplacer ces pauvres Indiens? Eh bien, on a pensé les remplacer avec des noms moins pauvres, nègres d'Afrique. Et
à ce moment-là a commencé la longue saignée, comme dirait René Lepestre, dans la végétation de clarté de mon peuple, du peuple noir. Voilà toute l'histoire. Elle est simple, mais elle est tragique. Elle est horriblement tragique. Quand on voit de près ce que c'est que la traite négrière, enfin, la mise en esclavage des captifs, c'était effrayant. C'est tout à fait effrayant parce que nous avons affaire à des esclaves de peine qui sont sélectionnés, triés sur le volet au départ. Hein, on prend les plus jeunes, les plus solides, on prend des travailleurs des deux sexes, et, enfin, mais ils sont très sélectionnés donc. Et puis ils arrivent après des conditions effroyables de voyage par bateau en Amérique, et ensuite on les conduit au marché d'esclaves, et ils doivent rentrer dans la plantation. Ils sont complètement désorientés, perdus. Vraiment, c'est ce qu'on a pu appeler, ce que Benveniste a appelé l'étranger absolu, quoi. Je veux dire, l'esclave, l'étranger absolu, c'est quelque chose de vraiment très très fort, quoi. Enfin, c'est des gens qui sont complètement expropriés d'eux-mêmes. Les esclaves arrivaient par négriers entiers. On les raptait partout, sur toute la côte de Guinée, jusqu'en Angola, l'actuel Angola. La moitié mourait en route. Ils ne supportaient pas ce traitement inhumain. Les cales fétides, les coups, la nourriture horrible. D'abord, pas habitués à manger de la semoule de maïs. On ne leur donnait que ça. Nos rois avaient besoin de mousquets, les vieux fusils. Ils avaient besoin d'habits royaux. Ils avaient besoin, les femmes avaient besoin de certains objets de coquetterie. Et les Blancs, ayant étudié la psychologie de ces rois, ayant perçu leurs besoins matériels, venaient de France ou d'Europe, de France, d'Espagne, du Portugal surtout, avec ces fusils, ces mousquets-là. Les prisonniers de guerre ne suffisant pas, ils faisaient des razzias dans les brousses, sur les marchés, dans les villages, pour ramasser le plus de monde possible. Et dans ces razzias, on ne faisait pas de distinction. On ne doit pas nier cette responsabilité entre ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. Il a fallu que les Africains offrent, présentent, vendent leurs propres frères pour que les Européens les achètent. La responsabilité était partagée, mais qu'est-ce que vous voulez? Si l'on ne demandait pas, peut-être que les Noirs ne s'offriraient pas, ne vendraient pas leurs frères. Au XVIe siècle, Français, Anglais, Hollandais, détenteurs de commissions royales, partent également à la conquête de nouveaux territoires outre-Atlantique. C'est l'époque des pirates qui font la chasse aux galions d'or espagnols. Les flibustiers et les boucaniers français s'installent d'abord sur l'île de la Tortue. Puis peu à peu pénètrent les terres délaissées par les Espagnols, partis après avoir puisé tout l'or de l'île. En 1670, les Français fondent la ville du Cap. Et en 1697, par le traité de Ryswick, l'Espagne cède la partie occidentale de l'île à la France. En moins d'un siècle, le Cap français va devenir une ville très florissante. Cette capitale, que l'on appelle le Petit Paris de Saint-Domingue, mène une vie attrayante et animée, avec son théâtre, où l'on applaudit les acteurs à la mode, ses attractions diverses, son cours Ville-Vert, où les élégantes de la ville, dans leurs plus beaux atours, vont à la promenade. Le commerce triangulaire, comme son nom l'indique, consiste à partir d'un port métropolitain, anglais, français, tout ce qu'on veut, espagnol ou autre,
à aller sur la côte de Guinée, comme on disait généralement à l'époque, disons en Afrique, sur une côte quelconque, Mozambique, Angola, Guinée, peu importe, échanger des pacotilles contre des esclaves qui les attendaient déjà là, qui avaient déjà été mis dans des baraquements au bord des côtes, et d'amener ensuite ces esclaves aux îles, ou au Brésil, ou aux États-Unis, peu importe, à Saint-Domingue, pour les revendre et racheter des denrées coloniales qu'on ramenait ensuite directement dans le port métropolitain. Donc, en fait, on a trois côtés à ce voyage. Hein. Le côté France-Afrique, par exemple, Afrique-Saint-Domingue et Saint-Domingue-France. C'est pour cela qu'on l'appelle triangulaire ou circuiteux. Mais l'essentiel du commerce se fait en droiture. C'est-à-dire qu'il faut envoyer des vaisseaux aux îles, ne serait-ce que pour apporter de la nourriture aux habitants des îles, car ils ne produisent pas tout ce dont ils ont besoin. Et au retour, les bateaux chargent des denrées coloniales, sucre, café, etc. En général, pas tout à fait fini, si je puis dire, parce que les îles n'ont pas le droit de faire du produit fini. Elles sont exploitées au bénéfice de la métropole. La traite négrière est un système, c'est vraiment un système, c'est-à-dire que les États, les monarchies en général, mais donc les États étaient concernés directement par la traite négrière. Pendant très longtemps, il y a eu des compagnies de monopole, c'est-à-dire que les États s'octroyaient le droit exclusif d'exploiter des bateaux qui capturaient des esclaves sur le continent africain et les vendaient sur le continent américain. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni la boussole. Ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur, ni l'électricité. Ceux qui n'ont exploré ni les mers, ni le ciel, mais ils savent, jusqu'au moindre recoin, le pays de souffrance. Ceux qui n'ont connu de voyage que de déracinement. Ceux qui se sont assouplis aux agenouillements. Ceux qu'on domestica et christianisa, ceux qu'on inocula d'abattardissement, tam-tam de mains vides, tam-tam zinane de plaies sonores, tam-tam burlesque de trahison tamide, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers, ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Le travail sur la plantation est un travail simple, avec un outillage simple, de façon à ce qu'il ne soit pas trop dépaysé. Leur durée de vie était d'une dizaine d'années maximum en moyenne, hein, ce qui est quand même extraordinaire. Ça vous permet de comprendre qu'on a usé et abusé de cette main-d'œuvre pour lui faire faire tous les travaux manuels, puisque tout était fait manuellement. Par exemple, à Saint-Domingue, il n'y avait plus d'animaux de trait, par exemple, et tout le portage se faisait à dos d'hommes et de femmes. Hein. Tout. Donc tout ce qui a été construit à Saint-Domingue, à cette époque-là, enfin à ces époques, a été fait travail manuel. Un travail manuel non aidé par des outils, un outillage un peu sophistiqué qui existait quand même en Europe, ni par l'aide des animaux. Hein. Il y a un rapport évident entre la richesse des grandes villes portuaires, principalement de la façade atlantique au XVIIIe siècle, et les richesses de Saint-Domingue, ou apportées par Saint-Domingue. Parce qu'il faut bien savoir que le commerce de Saint-Domingue, à l'époque, au XVIIIe siècle, représente, si l'on y ajoute les réexportations vers les pays du Nord, et les produits raffinés, par exemple, tout ce qu'on travaillait en France et qu'on réexportait, pas loin des 2/3 du commerce extérieur de la France. Ce commerce, à l'époque, se fait naturellement par la mer, par le grand négoce maritime. Et donc, les ports comme Nantes, Bordeaux, La Rochelle et Marseille, même en Méditerranée, s'enrichissent considérablement à cette époque par Saint-Domingue, qui à elle seule fait plus que toutes les Antilles anglaises ou espagnoles réunies. Cuba, Saint-Domingue, la Barbade, Trinidad, la Jamaïque, tout cela réuni n'atteint pas le niveau de production et de richesse fourni par Saint-Domingue. Il faut savoir également que Saint-Domingue à elle seule fait
à peu près les 3/4 du sucre mondial à l'époque et plus de la moitié du café. Alors, c'est une chose qu'on a peine à imaginer aujourd'hui et qui se traduit, pour ceux qui savent observer un petit peu, par ce qu'on peut voir dans des villes comme Bordeaux, par exemple, aujourd'hui, ou La Rochelle, c'est-à-dire toute une magnifique façade bordant le fleuve, où venaient les bateaux, revenant de Saint-Domingue, ou à La Rochelle, auprès du port, par de magnifiques hôtels particuliers, qui étaient principalement des hôtels de négociants, de planteurs ou d'armateurs. La plantation sucrière qui est au XVIIe et au XVIIIe siècle l'entreprise agricole la plus, enfin celle qui rapporte le plus, hein, qui donne les profits les plus juteux, accompagnée évidemment du café. On a bousillé l'Amérique et l'Afrique pour faire boire un café sucré en Europe. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. C'est important de le rappeler, cela. C'est fou. C'est fou. Oui, c'est fou. Tout à fait fou. C'est surtout un système organisé, fondé, basé sur l'exil forcé et le meurtre légal. C'est le seul système économique au monde fondé sur l'exil forcé et le meurtre légal. Ceci dit, toutes ces conditions sont théoriquement réglées par le fameux Code noir qui est en réalité, on l'appelle Code noir, mais c'est un édit de police ou une ordonnance sur la police des îles de l'Amérique. Et normalement, c'est fait plutôt au départ, paradoxalement, pour protéger les esclaves contre l'arbitraire de ceux qui les gèrent. Mais c'est très rarement respecté. Parce que le Code noir demande qu'on nourrisse les esclaves, qu'on les habille, qu'on les soigne, etc. Alors on a retenu évidemment les châtiments. Ça, c'est le côté police répressive. Mais il y a tout un côté ordonnance royale qui dit, attention, ne faites pas n'importe quoi, vous devez les nourrir, vous devez, etc. Et ça, c'est très rarement respecté parce qu'en réalité, le maître sur la plantation, même si ce n'est qu'un gérant, fait ce qu'il veut. Dans l'absolu, c'est absolument effrayant d'imaginer qu'on ait pu concevoir un arsenal juridique qui donne aux maîtres, donc à des hommes, droit de vie et de mort sur leurs esclaves, donc à d'autres hommes. C'est ça le fond du Code noir. Première tentative de fuite, capture, l'oreille coupée, la marque de la fleur de lys. Deuxième tentative, capture, le jarret coupé, la fleur de lys. Troisième tentative, la peine de mort. Et on sait comment a été infligée la peine de mort, l'écartèlement, le supplice, la pendaison, etc. Donc, dans un texte français, pendant 2 siècles, des hommes, pour des raisons strictement matérielles, avaient droit de vie et de mort sur d'autres hommes. Le système de la plantation esclavagiste à Saint-Domingue était particulièrement efficace, particulièrement au point. C'est des grosses plantations avec une main-d'œuvre esclave très importante pour les sucreries, je parle, bien sûr, et qui était très bien organisée dans son genre. Hein, parce que quand même, le système de répression militaire dans les colonies esclavagistes était sérieux. Hein. Il y avait des milices armées dans chaque paroisse, mais il y avait aussi l'armée. Je veux dire, on ne manquait pas de moyens. C'est une société complètement militarisée. Hein. Comment la société esclavagiste est-elle développée? Eh bien, au départ, c'est une possession de la couronne. C'est important parce que ça veut dire que le roi de France est directement intéressé à ce qui se passe là-bas. Il n'est pas au courant de tout ce qui s'y passe. Et puis, c'est lui qui a choisi les colons principaux les plus riches qui partent là-bas. Donc, les colons sont des gens qui sont dans la main du roi. Hein, je veux dire, ils sont proches de lui. Ils sont très, très proches de lui. Bon, et ce sont des colons privilégiés, ils reçoivent la terre gratuitement, hein, et puis des aides de la part du roi pour quoi faire? Acheter la main-d'œuvre. Les colons français ont épousé des femmes africaines. Parmi les esclaves qu'ils ont achetés, ils ont trouvé des femmes qu'ils ont épousées. Alors, ce qui est important, c'est que le comportement de ces colons français, enfin dans les colonies françaises, était de se marier avec ces femmes africaines. Les femmes étaient légitimes, et les enfants légitimes, et la première génération des colons nés sur place étaient des colons métissés.
quand des colons nouveaux arrivaient de France, ils cherchaient à avoir une plantation dans les plaines, une plantation sucrière. Or, il y a eu un moment où il y a eu de la concurrence. C'est devenu difficile d'accès. Le résultat, c'était que vers les années 1720, on voit apparaître dans le vocabulaire de la colonie des terminologies qui n'existaient pas dans la période précédente. Par exemple, on voit apparaître des différences entre les libres de couleur, les nègres affranchis, et puis le terme de mulâtre qui va apparaître. Alors le mulâtre, c'est un terme qui est péjoratif, qui va devenir une insulte. Hein. Il y a toute une série de mots qui deviennent des insultes qui apparaissent dans ces sociétés et qui vont se mettre à réorganiser la société coloniale. Il s'agit bien évidemment, on l'a compris, de la partie libre de la société coloniale. Hein. La question du préjugé de couleur va toucher la classe des maîtres. À la faveur du serment du jeu de paume, le 20 juin 1789, les colons de Saint-Domingue se font reconnaître. Ils rentrent dans l'Assemblée qui est à Versailles et ils se font reconnaître au moment où l'Assemblée des États généraux se transforme en Assemblée nationale constituante. Hein. Bon. Alors, au début du mois de juillet 1789, ils sont donc là, sur place, et puis il y a une discussion à leur sujet. Et là, les députés qui connaissaient quand même un petit peu la situation des colonies, comme Mirabeau par exemple, Mirabeau fait remarquer que les colons se présentent comme voulant représenter l'ensemble de la population des colonies de Saint-Domingue. Et Mirabeau leur dit, mais ce n'est pas possible, les colons ne représentent que la classe des maîtres et que les colons blancs. Et s'ils veulent représenter autre chose que la classe des colons blancs, il y a un problème. Et l'Assemblée a donc décidé de ne leur donner qu'une petite représentation de 6 députés, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, 6 députés pour la colonie de Saint-Domingue, qui représentent la population blanche de Saint-Domingue. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les colons de Saint-Domingue, quand ils entendent ce texte, se disent « Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais quelle idée d'avoir voulu rentrer dans l'Assemblée constituante! On ne peut plus rien faire avec ce texte, ça n'est pas possible. » Et ils commencent à trembler en se disant qu'ils ont fait une erreur politique énorme et que ça n'est pas possible que les choses se passent ainsi. Et à ce moment-là, ils se disent qu'il faut absolument qu'ils quittent l'Assemblée constituante ou qu'ils obtiennent de nouveau des privilèges particuliers. Immédiatement, les colons vont essayer d'organiser des assemblées coloniales sur place et ces assemblées coloniales vont empêcher les libres de couleur de se faire représenter là-dedans. Et c'est à partir de cela que la guerre civile va commencer à Saint-Domingue, et diviser complètement la classe des maîtres. Les choses commencent, des violences s'exercent contre les colons, d'abord contre les colons blancs qui prennent la défense des libres de couleur. Voilà. Et donc les exactions vont s'amplifier dans l'année 1790 et conduire les libres de couleur à prendre le maquis, à créer des refuges, à s'armer et à se défendre carrément, c'est-à-dire qu'on est passé à la guerre civile. En plus, il y a des conflits qui mènent au combat militaire entre le parti gouvernemental et le parti des colons indépendantistes. Ce qui fait qu'on est dans une situation d'explosion complète de la classe dominante. Et c'est en voyant cela en août 1791 que les esclaves ont compris que la situation leur était extrêmement favorable. Pour la première fois, une colonie se trouve être dans une situation où les maîtres ne sont plus en état de se défendre contre les esclaves. Mûris par la souffrance, les nègres étaient prêts, de tout temps prêts. On peut même affirmer que dans la société coloniale, ils étaient les seuls vraiment prêts et les seuls vraiment aptes à comprendre en profondeur la Révolution.
les nègres de Saint-Domingue, après un temps d'attente, agirent avec une soudaineté et une cohésion impressionnantes. Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, des milliers d'esclaves se réunirent dans la plaine du Cap, sous la direction d'un des leurs, Boukman, et prêtèrent serment de vivre libre ou de mourir. En quelques jours, des centaines de plantations dans la plaine du Nord furent détruites et leurs maîtres massacrés. Il ne restait aux Blancs que le Cap, hâtivement transformé en camp retranché. C'est en donnant l'assaut à la ville que la révolte subit sa première défaite. Pire, au cours du combat, l'intrépide Boukman tomba, percé de balles. Les colons, eux, donnèrent libre cours à leur haine atroce. Le cadavre fut décapité, le corps brûlé, la tête fichée sur un pieu, lequel fut planté sur la place d'armes du Cap avec cette inscription: Tête de Boukman, chef des révoltés. Alors, sous les coups de la répression, la révolte connut un moment de flottement. Quant au désarroi, s'ajouta la division. Certains esclaves retournèrent sur leurs plantations, mais beaucoup, voulant fuir à jamais les horreurs du passé, préférèrent s'installer dans des montagnes retranchées. C'est à ce moment de stagnation qu'émergea Toussaint Louverture. Toussaint est né sur l'habitation Bréda, appartenant à la famille de Noé. Il a poussé là comme une petite herbe folle, une petite herbe sauvage. Il paraît qu'il était chétif, malingre, et qu'à cause de ça, on l'appelait Fatrabaton. Et puis après, il a tellement endurci son corps, en courant, en montant à cheval à poil. Il ne mettait jamais le sel sur ses chevaux. Qu'il s'est endurci, il est devenu assez fort. Et à ce moment-là, on lui a donné son second surnom, le centaure de la savane, parce qu'il galopait à perdre haleine, partout dans tous les coins, et il se faisait remarquer. Et les autres esclaves étaient comme envoûtés par lui, parce que, paraît-il, il avait une puissance magique dans son regard. Et c'est ainsi qu'il s'est fait remarquer par l'intendant Bayon de Liberta, qui l'a pris sous son aile, qui lui a confié les chevaux. Il a commencé à paraître cocher. Et après, il est devenu vraiment le bras droit de Bayon de Liberta. Donc ce n'était pas étonnant de voir qu'après quelques années, ils aient pensé à affranchir tout ça. Parce que je crois que l'être humain qui était derrière ce petit homme malingre était fascinant, que les gens ne résistaient pas beaucoup à ça. Il va se marier, devenir propriétaire d'une caféière et être lui-même propriétaire d'esclaves. Il reproduit le modèle de l'époque et jusqu'à même lui-même affranchir un esclave qu'il avait. Et puis, il avait commencé à s'instruire avec son vieux parrain qui lui avait d'abord appris à lire et ensuite introduit dans les livres. Il avait, paraît-il, un livre qu'il lisait sans arrêt. Sitôt qu'il a lu dans la Bérénale qu'il devait y avoir un Spartacus noir et le Spartacus blanc n'avait pas réussi, lui, il entend être ce Spartacus noir qui sera victorieux. Comment arriver à être victorieux? Comment peut-il arriver dans un monde que pratiquement il ne devait pas connaître, il ne devait même pas comprendre,
quand il se passe une révolution en France, qu'il y a des forces royalistes, anti-royalistes, et qu'on passe d'une autorité à une autre, et que lui, petit esclave de Saint-Domingue, qui n'a jamais voyagé, il doit imaginer arriver, ses antennes sont dressées pour saisir ce monde de blancs, fait par les blancs, pour arriver un jour à ce que les Noirs trouvent leur place à égalité avec ces Blancs. Et c'est un homme qui commence déjà à prendre de l'âge. Au moment où va éclater la Révolution, ou précisément la grande révolte des esclaves dans la plaine du Nord, il approche la cinquantaine d'années. Hein, c'est donc quelqu'un qui est assis, qui est marié, père de famille, propriétaire. Il a simplement donc changé de situation sociale. Et en même temps, très observateur, il avait vu que la ville du Cap était un port qui était très important. Au moment de la guerre d'indépendance américaine, eh bien, ce port était devenu une base arrière importante de la marine française. Il avait vu toute l'importance économique également de ce port vis-à-vis de ces États-Unis qui venaient donc de se créer. Il est resté l'esclave aux côtés de la classe des esclaves. Ça veut dire qu'il avait un but, qu'il avait conçu quelque chose, sans quoi, pourquoi, étant affranchi, possédant des terres, possédant même une main-d'œuvre qu'on dit être plutôt familiale, mais il possédait des terres, il possédait une famille, il possédait des biens. Il ne participe pas à la révolte des affranchis, il participe à la révolte des esclaves. Boukman est mort le 7 novembre 1791. C'était le véritable leader de cette révolution et le principal artisan de cette cérémonie, et aussi le grand responsable politique de cette cérémonie. Boukman était mort et plusieurs de ses lieutenants étaient divisés et engagés dans une rivalité assez négative pour le devenir de la révolution. Il y avait Jean-François, un grand leader de cette révolution, lieutenant de Boukman. Il y avait Jeannot, et Jeannot peut-être considéré, doit être considéré comme un sanguinaire presque démentiel, qui sera éliminé par Jean-François. Et Biassou aussi était impliqué dans cette élimination. Il y avait Biassou. Et Biassou, Toussaint Louverture était le lieutenant de Biassou. Et parce que lieutenant de Biassou, à partir de ce moment, il s'engage dans la révolution. Mais il ne s'engage pas comme principal leader. Il n'est qu'un lieutenant, même si on le considère déjà comme l'éminence grise de Biassou. Une commission civile est envoyée à Saint-Domingue et cette commission civile va être formée de deux personnes particulièrement intéressantes, c'est Paul Verel et Sontonax. Paul Verel et Sontonax sont des révolutionnaires anticolonialistes, anti-esclavagistes. Ils ne sont pas partis là-bas pour garder les colonies à la France. Ils sont partis là-bas pour, participer et aider la révolution de Saint-Domingue. C'est quand même pas pareil. Sur place, que font Paul Verel et Sontonax? La situation n'est pas facile. Ils ont réussi à faire intégrer les libres de couleur dans les assemblées dans l'administration locale de Saint-Domingue. Et puis, ils ont surtout créé une légion de l'égalité. Ça, c'est tout à fait important, bien sûr. Cette légion de l'égalité, elle recrute des soldats de différentes couleurs et qui vont restructurer le pouvoir qui, à Saint-Domingue, est complètement effondré. Hein, je veux dire, tout est en pleine disparition, quoi. Alors, il faut reconstruire les choses, et on reconstruit avec quoi? On a un pays qui est en pleine guerre civile, et la Légion de l'égalité va permettre d'aider les libres de couleur à se restructurer, de continuer d'empêcher les colons ségrégationnistes de faire des actes contre-révolutionnaires. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font, les colons ségrégationnistes qui sont encore à Saint-Domingue à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils arment leurs propres esclaves et ils les laissent aller sur les plantations des libres de couleur pour soulever les esclaves des libres de couleur contre leurs maîtres. Des choses de ce type-là. Hein? Oui, ça va très loin.
et puis à mettre le feu à la plantation de leurs concurrents, etc. Bref, des guerres civiles extraordinaires qui sont menées par les esclaves des uns et des autres, puisqu'on utilise sans arrêt les esclaves de cette façon-là. Hein. Alors Polverel et Sonthonax ont compris des choses de ce type-là, ce qui se passait, et ils vont commencer à sortir une législation pour faire comprendre aux esclaves qu'ils s'adressent à eux, qu'ils veulent les aider, qu'ils veulent leur apprendre des choses comme la loi, comme la protection, comme le droit, etc. Donc Polverel et Sonthonax ont offert quelque chose, un point d'appui, une espèce d'avenir à l'insurrection des esclaves, en attendant quoi? Que la Convention abolisse l'esclavage. Mais le gouvernement girondin ne voulait pas abolir l'esclavage. Il déclare en février 1793 la guerre à l'Angleterre et à l'Espagne. Le gouvernement espagnol choisit la politique du pire en soutenant les esclaves insurgés qu'il espère faire combattre à son profit. C'était un moyen de les diviser, de les faire se battre entre eux et de les opposer aux commissaires civils Polverel et Sonthonax. Ils y parvinrent. Les chefs Jean-François, Biassou et Toussaint Louverture se rallièrent aux Espagnols. Toussaint, lui, a su profiter de l'occasion d'obtenir des Espagnols des armes, du ravitaillement et un refuge éventuel pour se rendre indépendant de Biassou et former sa propre bande armée. Il fait flotter le drapeau espagnol, mais il a le regard sur l'Ouest, car il n'a pas décidé d'abandonner les buts qu'il avait dans l'Ouest. Mais il lui faut d'autres voies et moyens, d'autres chemins, d'autres tactiques pour arriver à ce qu'il voulait. En février 1793, le gouvernement girondin nomma un nouveau gouverneur à Saint-Domingue, Galbaud. Celui-ci était un colon de Saint-Domingue, complice des colons qui négociaient avec le gouvernement britannique un débarquement pour empêcher l'abolition de l'esclavage, que l'on savait maintenant mûr. Galbaud débarqua à Saint-Domingue en mai 1793 avec des troupes et entre en rébellion armée contre les commissaires civils. Ces derniers allaient se faire battre lorsque des esclaves insurgés dans les mornes voisins jugèrent que le moment leur était favorable. Ce furent eux qui écrasèrent Galbaud et sauvèrent Polverel et Sonthonax. La situation avait changé. La victoire des esclaves insurgés fut complète. Galbaud prit la fuite avec ses troupes et entraîna près de 10 000 colons français. Ce fut la fin de la domination blanche à Saint-Domingue. Les insurgés prenaient pour la première fois une ville. Dès lors, il n'y avait plus de représentant légal du gouvernement français à Saint-Domingue. Le 24 août, en présence de 15 000 personnes, une pétition réclame la liberté générale et les droits de l'homme. Le 27 août, Polverel déclare que la terre appartient à celui qui la défriche. Sonthonax reprend la pétition et proclame, place des armes au Cap et sous le palmier de la liberté, l'abolition de l'esclavage et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 29 août 1793. Au mois de septembre 1793 aussi, la marine anglaise a décidé d'attaquer Saint-Domingue depuis qu'elle a appris la proclamation de l'abolition de l'esclavage et elle débarque sur 2 points de l'île de Saint-Domingue. On a déjà un élargissement à l'échelle mondiale. Quand même, toutes les puissances colonialistes sont intéressées à cette affaire de la révolution de Saint-Domingue. Sonthonax propose alors d'élire une députation du nouveau peuple de Saint-Domingue pour informer le nouveau gouvernement en France, le gouvernement montagnard, favorable, lui, à l'abolition de l'esclavage. La députation partit pour la France avec un noir, un métis et un blanc. Elle entra dans la Convention le 3 février 1794 et le lendemain, soit le 16 Pluviose en 2, la Convention abolit l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Après le vote du 16 Pluviose en 2 qui abolissait l'esclavage, la Convention a envoyé une expédition qui a aboli l'esclavage à la Guadeloupe et à la Guyane. Donc il y a eu 3 zones de révolution anti-esclavagiste et d'égalité de l'épiderme en Amérique. 3 points d'appui. La révolution de l'égalité de l'épiderme brillait comme un soleil nouveau qui se levait sur un continent qui ne connaissait que des choses épouvantables.
Mais depuis le vote de l'abolition de l'esclavage, Espagnols et Anglais expriment leur opposition et s'avancent dans Saint-Domingue. C'est alors que Toussaint Louverture entre en contact avec le général Lavaux, venu avec Paul Vérel et Sontonax, et qui était favorable à la révolution de Saint-Domingue. Louverture prend alors la décision de rallier la politique d'abolition et conquiert quelques bastions espagnols pour marquer sa rupture avec eux. Il est en contact avec Lavaux. Lavaux lui demande de revenir puisque les Anglais occupent des positions, la France est sur le point de perdre, et lui, il prend des positions pour les Espagnols. Alors quand il sent la France affaiblie, quand il voit que l'Angleterre a des positions dans la colonie de Saint-Domingue et que lui, il en a pour l'Espagne, eh bien, il se rend compte que maintenant il a gagné ses grades et qu'il avait bien dit à Lavaux, je ne reviendrai qu'à condition qu'il y ait la liberté d'égalité. Et c'est ça que je veux pour venir vous servir. Alors il attend, quand on proclame l'abolition de l'esclavage en 1994, la France abolit l'esclavage dans ses colonies, il va à la messe le matin, il sort de la messe et il prend son armée et il va enlever les drapeaux espagnols pour mettre des drapeaux français et il rentre en triomphateur du côté français en écrivant à Lavaux, général de l'armée de l'Ouest. Il signe Toussaint Louverture, général de l'armée de l'Ouest. Alors maintenant, il revient à Saint-Domingue et maintenant, la France lui donne tous les grands titres. Il est général de brigade, général de division. Et plus il prend de titres, plus il s'affirme indépendant. C'est à partir de ce moment-là qu'il va avoir une très grande amitié avec Lavaux, qui est très importante. C'est très intéressant de savoir qu'ils sont très proches. Hein, ils apprennent mutuellement, réciproquement beaucoup de choses. Et que les commissaires civils vont véritablement s'appuyer sur l'ouverture, lui confier de plus en plus de responsabilités. Et c'est l'ouverture qui va réussir, avec l'aide de Lavaux au début, et ensuite de façon tout à fait autonome, à mener la guerre d'indépendance contre l'Espagne. Il va battre les Espagnols et il va ensuite battre les Anglais, qui c'est quand même pas rien, parce que de quoi elle est faite, cette guerre des Anglais? Elle est faite de lever les libres de couleur esclavagistes contre l'abolition de l'esclavage. Cette façon de renouer avec une politique conquérante en Europe et colonialiste hors d'Europe va se traduire dans la Constitution de 1795 d'abord, qui est colonialiste, et qui ne sera pas appliquée d'ailleurs ni à la Guadeloupe, ni en Guyane, ni à Saint-Domingue, parce que tout le monde résiste. Hein. L'ouverture, elle n'en veut pas de la Constitution de 95, il a déjà bien dit. Alors si on ne veut pas voir des faits de ce type-là, on dit que l'ouverture est un général français. On a pu lire ça à certaines époques, il faut le faire quand même. C'est un général de Saint-Domingue, ça n'a rien à voir, quand même. Il est en train de faire une guerre de libération. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Ce qui se passe entre 1796 et 1999, c'est d'abord la lutte pour la prépondérance louverturienne, la lutte à Saint-Domingue pour la suprématie du pouvoir louverturien. Et cela se passe à travers plusieurs étapes. La première, c'est l'élimination systématique, sinon subtile, des représentants blancs. Lavaux, son ami intime, son protecteur, est envoyé en France pour constituer, après des élections, pour représenter le Saint-Domingue au Conseil des Anciens. Profitant de ces mêmes élections, l'ouverture organise aussi ces élections. À partir de ce moment, Sontonax est élu et est contraint de partir. Mais lui part par la force. C'était en août 1797. En 1798, on remplace Sontonax par un autre émissaire français, plus coriace parce que militaire, c'est Hédouville, qui a fait la Vendée, qui a une carte de visite assez honorable et impressionnante. Hédouville débarque en 1998. Hédouville est contraint de partir
quasiment la même année, en octobre 1798, chassé par l'ouverture. Il devient de plus en plus maître du terrain et est la principale figure politique de Saint-Domingue. Et finalement, le 8 juillet 1801, il publie au Cap la Constitution de 1801, bien sûr. Alors, l'ouverture devient véritablement la grande figure de la Révolution, mais la principale figure politique de Saint-Domingue. Et la France est contrainte de compter avec l'ouverture. Dès 1999, Bonaparte remet en question le droit de Saint-Domingue et le droit des esclaves libérés d'être libres. Et à ce moment-là, l'ouverture a parfaitement compris et va mener une politique très défensive pour défendre, mettre Saint-Domingue en défense, quoi. Alors ça va se traduire par l'unification de Saint-Domingue, la conquête de la partie espagnole qui avait été reconnue, abandonnée par le gouvernement espagnol à la France. Et c'est l'ouverture qui va réunifier. Et puis il va abolir l'esclavage dans cette partie, bien évidemment. Hein. Donc c'est la seule abolition de l'esclavage nouvelle qui aura lieu dans la partie espagnole de Saint-Domingue. Et puis il militarise la société. Il va évidemment de nouveau devoir faire la guerre et militariser la société, ce qui est toujours évidemment dangereux, mais il est bien obligé de le faire. Mais comment se procurer des armes? Comment se procurer des munitions? C'était extrêmement difficile. Et il savait aussi que si ces côtes étaient ouvertes et qu'il n'y avait aucune protection, et la France, l'Espagne, il était perdu, il serait perdu. Donc, il a joué d'une diplomatie extraordinaire. Il y avait le consul américain Stevens qui se trouvait à Port-au-Prince. Je peux dire qu'aujourd'hui, on dirait qu'il a fait du lobbying. Eh bien, il a su faire ce lobbying en utilisant Stevens, qui a pu convaincre le président Adams, qui a pu convaincre les chambres législatives américaines qui avaient voté un embargo pour la France. On n'avait pas le droit de vendre d'armes à la France. Donc, il y avait cet embargo, cet interdit. Eh bien, cette loi était déjà votée. Il a pu obtenir, par ce lobbying avec Stevens, qu'on vote une exception qu'on appelle l'exception l'ouverture, où on a permis aux États-Unis de vendre des armes et munitions à Toussaint l'ouverture. Pas à Saint-Domingue, pas aux représentants de la France, non, à Toussaint l'ouverture. Et c'est ainsi qu'il a pu acheter armes et munitions pour pouvoir mener sa guerre et répondre à l'expédition de 1802. Ses amis anglais et américains veulent qu'il proclame l'indépendance sous la protection, avec le protectorat anglais et américain. Toussaint ne veut pas de protectorat anglais et américain. Et c'est ainsi qu'il arrive à cette formule extraordinaire d'indépendance qui est la Constitution de 1801. Il propose à Bonaparte, qui a la stupidité de ne pas, je m'excuse de dire ce mot, mais de ne pas l'accepter, car sur un plateau d'argent, il lui a proposé ce que l'Angleterre va faire, le Commonwealth britannique, il lui a proposé la communauté française. Intuition géniale, nous dit Aimé Césaire. L'idée d'un Commonwealth français était là, en germe. Toussaint n'avait qu'un tort, être en avance sur son époque et d'un bon siècle et demi. Son offre, c'était à l'Europe, c'était à la France, l'offre du destin, la chance qui de longtemps ne se renouvelle pas et que nulle nation ne rejette impunément. Et c'était en effet pour la France une chance exceptionnelle de liquider dans de bonnes conditions, sans perte et avec surcroît de prestige, la mésaventure coloniale. Toussaint envoya à Bonaparte sa constitution de 1801. À la mi-décembre, 35 vaisseaux, 26 frégates armées de 22 000 hommes
quittait la France en amenant la réponse de Bonaparte. Mais méfiant, Bonaparte n'avait pas osé avouer ses objectifs et confia l'affaire à son beau-frère, Leclerc, avec des instructions secrètes. Il s'agissait de reprendre en main les colonies, de faire disparaître les dirigeants de la Révolution, d'épurer les officiers de couleur, de restituer les plantations aux colons, de remettre les esclaves au travail, bref, de remettre en place le système colonial esclavagiste et ségrégationniste. Mais cela, Bonaparte n'avait pas osé le dire publiquement. Donc, officiellement, l'expédition Leclerc venait reprendre le pouvoir politique. Il a mené une tactique qu'on aurait pu trouver chez des généraux aguerris, passant par des écoles de guerre. Il a mené ça tout seul. Il a, 10 ans avant l'incendie de Moscou, 10 ans avant Napoléon, lui, il l'avait mis en route quand il a su que l'expédition Leclerc allait arriver à Saint-Domingue. Il a rassemblé ses généraux et il leur a dit: le pays a un relief très difficile. Nous n'allons pas pouvoir tenir tête. Si vous pouvez défendre une ville, défendez-la. Mais si vous êtes sûr que vous ne pourrez pas la défendre, brûlez-la. C'est ce qu'ils ont fait. Christophe a donné l'exemple. Il a mis le feu à sa propre maison, à sa propre armoire. Et Leclerc est descendu sur des ruines fumantes. Leclerc débarqua à Saint-Domingue le 1er février 1802. Il méprisa l'ouverture et crut bon de s'adresser à ses généraux. Ceux-ci lui répondirent de s'adresser à l'ouverture. Il refusa, et les généraux brûlèrent les places que Leclerc voulait prendre. Le Cap, Port-de-Paix, Saint-Marc, Léogane. Leclerc ne prit que descendre. Toussaint Louverture écrivit à Dessalines: « Songez qu'il ne faut pas que la terre baignée de nos sueurs puisse fournir à nos ennemis le moindre aliment. Carabinez les chemins, faites jeter des cadavres de chevaux dans les sources, faites tout anéantir et tout brûler, pour que ceux qui viennent nous remettre en esclavage rencontrent toujours devant leurs yeux l'image de l'enfer qu'ils méritent. » Mais Richepense, envoyé en même temps en Guadeloupe, ne rencontra pas une résistance aussi efficace et parvint en quelques semaines à écraser le peuple libre de Guadeloupe. La résistance de Delgrès, proclamée le 10 mai, à l'univers entier le cri de l'innocence et du désespoir, se poursuivit jusqu'au sacrifice du 25 mai dans le massif du Matouba, dernier refuge de la liberté. Richepense ne prit que des morts. À la honte de l'humanité, l'esclavage fut rétabli en Guadeloupe, puis en Guyane. Louverture décida de se livrer à son adversaire. Capturé le 7 juin par le général Brunet, il avait fait le choix du suicide politique. Selon Aimé Césaire, ce fut son dernier acte politique, et sans doute le plus fécond. Son départ éviterait les conflits de sa personne, contesté comme chef d'État, et permettrait de réunifier les forces révolutionnaires en faveur d'une résistance contre l'oppression. Toussaint Louverture fut embarqué sur le navire Le Héros, qui le déporta en France avec sa famille. D'abord enfermé à Brest, il fut ensuite incarcéré au Fort de Joux dans les montagnes du Jura, où il mourut 8 mois après, le 7 avril 1803. Moi, j'ai visité Château. Nous y sommes allés en plein hiver,
quand j'ai vu ces murs suants d'humidité, ces épaisseurs de murs, pour un homme des tropiques déjà malade, c'est parfaitement inhumain. C'est un traitement hors du commun pour un homme d'armes envers un autre homme d'armes. Bonaparte a été féroce avec toute sa ouverture. C'est pour ça que quelque part, par-dessus l'admiration que je dois à un grand stratège, parce qu'on ne peut pas dire que Bonaparte n'avait pas été un grand stratège. Mais au-delà de cette admiration, je lui en veux. Je lui en veux de la férocité avec laquelle il a traité Toussaint. Je crois que quelque part, il y avait une pointe de jalousie en lui, qu'en regardant Toussaint, il pouvait se regarder dans un miroir et voir son semblable. Et peut-être un semblable qui allait pouvoir le dépasser. Et il ne l'a pas supporté. Ça, j'en suis persuadé. Il savait que son temps était fini, qu'il allait se retirer, qu'il devait se retirer, mais qu'il assurait la relève. Et il assurait la relève par le fait qu'il avait mis ses fortifications et qu'il pouvait se retrancher et imploser encore d'autres pertes à l'armée française. Donc cette fortification représentait en somme la garantie de la liberté des esclaves, la garantie du travail qu'il avait fait. Donc il remettait les officiers dans l'armée française, la relève était assurée. Et c'est ainsi que Dessalines a pu prendre la relève, parce qu'il est retourné dans les rangs de l'armée française. Lui, il a joué aussi son jeu avec les Français jusqu'à pouvoir mener sa guerre d'indépendance, mais ça a été un relais, ça a été une prévision de Toussaint Louverture. La résistance contre l'oppression eut lieu, non sans l'âpreté d'une guerre abominable. Leclerc mourut de la fièvre jaune. Il fut remplacé par Rochambeau fils, qui usa de procédés les plus dégradants, tels que l'usage de chiens qui tuaient plus vite que les armes de l'époque, comme l'avaient fait les conquistadors contre les Indiens. De cette guerre atroce qui épuisa 2 corps d'armée français, soit près de 60 000 hommes, il en sortit épuisé mais libre, la République indépendante d'Haïti, déclarée le 1er janvier 1804, patrie des Africains du Nouveau Monde et de leurs descendants. Elle prenait ce nom pour venger l'extermination des Indiens, suivie de la mise en esclavage des Africains. Il savait aussi qu'il avait d'autres qui suivraient son œuvre, qui poursuivraient son travail. Ça, il en était sûr. Sa phrase historique en dit long. Elle repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Il en était persuadé. Faites-moi rebelle à toute vanité, maître docile à son génie, comme le poing à la longée du bras. Faites-moi commissaire de son sang. Faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison. Faites de moi un homme d'initiation. Faites de moi un homme de recueillement. Mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Faites de moi l'exécuteur de ces œuvres hautes. Mais le faisant, mon cœur, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Car pour me consacrer à cet unique peuple, vous savez pourtant mon amour tyrannique. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige bêcheur de cette unique race, que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle, l'assommer libre enfin de produire de son intimité close
la succulence des fruits.